le webinaire d'aujourd'hui est consacré à la gestion de risque, avec une question auquel on va s'attacher à répondre. Peut-on et doit-on doit-on tout anticiper quand on parle de gestion de risque? Voilà ce à quoi on va répondre dans cette présentation. Donc, deux personnes pour animer ce webinaire. Donc, moi-même, Jean-Charles Mallet. Donc, je suis consultant en management par les processus, amélioration continue et gestion de risque. Donc, je suis basé à Montréal, et, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, je participe à l'accompagnement des clients sur toutes ces problématiques, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et je suis accompagné d'Amanda. Bonjour à tous, pareil Amanda, formatrice et consultante au SCOR sur le sujet de gestion des processus, des risques et aussi amélioration continue avec des projets à l'échelle internationale. Donc ça tombe bien qu'on ait des personnes qui sont hors France et même hors Canada. Et je suis pour moi basée à Lyon. Parfait. Alors, on va passer à la Voilà. présentation. Si vous avez des questions, posez-nous-les dans le module de questions et réponses ou dans le module, dans le module de questions et réponses qui est fait à cet effet, et on y répondra à la fin de la présentation. Le plan. Alors, on va aborder cette présentation en 4 parties. On va revenir sur la définition d'un risque. Qu'est-ce qu'un risque et qu'est-ce qu'un signe noir? Ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ça. En deuxième temps, on va parler des limites de la gestion de risque, parce que comme tout exercice, il y a des limites. Et en troisième partie, on va parler de comment gérer les risques de manière efficace, et justement en répondant à ces limites. Et on finira par quelques bonnes pratiques pour vous aider dans la mise en place de la gestion de risque. Alors, on commence avec la définition d'un risque. Donc, la définition d'un risque, on a repris la définition de la norme ISO 31000. Le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. En fait, comme c'est noté, c'est un écart positif ou négatif par rapport à une attente. Donc, c'est l'effet de l'incertitude. Donc, par définition, un risque n'est pas certain, sinon ce n'est pas un risque. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver et surtout qui va avoir un impact significatif sur l'atteinte ou non des objectifs de l'organisation. Donc, ça peut avoir différents aspects. Ça peut traiter du financier, de la sécurité, de l'environnement. Du moment qu'il y a un des objectifs de l'organisation qui porte sur ça et que le risque peut remettre en cause l'atteinte de cet objectif, et dans ce cas-là, c'est un risque. Donc, forcément, c'est quelque chose qui est très critique parce que ça porte sur les objectifs de l'organisation. Et en fait, les organisations aujourd'hui font face à un environnement qui est complexe et qui vont donc chercher à limiter l'effet de cette incertitude. Alors, sur le risque, ce schéma décrit un petit peu l'ensemble des choses qui vont permettre de comprendre un risque. Donc, le risque, d'abord, il a des causes. Ces causes, elles peuvent être endogènes, c'est-à-dire internes à l'organisation. On peut parler des problèmes techniques des hommes de l'organisation, du management, de ses finances, etc. Ou il peut y avoir des causes qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisation. Ses parties prenantes externes, son marché, la société ou son environnement. Donc ça, c'est des causes qui sont plutôt à l'extérieur. Et quand on va chercher à comprendre un risque, on va pas mal regarder les causes, parce que bien sûr, quand on va chercher à mettre en place des mesures de maîtrise, donc des mesures soit de prévention, soit de protection, sachant que prévention, on va faire en sorte que le risque n'arrive pas, ou prévention, on va être en mesure d'essayer de contrer les conséquences du risque. Et bien sûr, on va travailler donc sur les causes et sur les conséquences. Donc, il y a les causes et les conséquences. Donc, les conséquences du risque peuvent être aussi endogènes, c'est-à-dire sur l'organisation, c'est-à-dire que c'est les salariés qui vont faire les frais, la fiabilité des données, les moyens financiers, le climat social, ou avoir des causes exogènes, des causes qui vont être à l'extérieur de l'organisation, sur le client, sur l'environnement, sur la société. Si une entreprise de produits chimiques a un risque, je ne sais pas, de fuite, mais une des conséquences peut être sur l'environnement, donc ça va pas impliquer directement l'organisation, mais son environnement. Et au milieu de ça, donc on a des risques qui peuvent être négatifs, qu'on va appeler des menaces ou des risques positifs qui sont des opportunités que là, on va chercher à convertir.
Et voilà, donc tout ça, pour que ce soit un risque, ça doit avoir des impacts sur les objectifs de l'organisation. Alors, du coup, nous arrivons à une notion qui est la notion de signe noir, qui est de plus en plus utilisé, ce terme, dans le domaine de la gestion des risques, et qui a été popularisé par l'auteur Nassim Taleb. Vous voyez son livre, du coup, où il aborde un peu plus ce terme. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent, je vous propose en rapide point de contexte sur ce terme avant même de parler de sa définition. Tout d'abord, comment on peut comprendre le terme signe noir? Dans son livre, il nous dit que ça provient d'une ancienne croyance qu'on avait, que tous les signes, ils étaient blancs. Tout simplement parce qu'on n'avait jamais vu d'autres signes, d'autres couleurs de signes. Jusqu'à ce que cette croyance, elle soit mise en doute lorsqu'en Australie, on a aperçu une fois un signe noir. Donc, il était découvert, ce signe noir. Taleb nous dit du coup que la vue du premier signe a été noir, a été une surprise pour les ornithologues, mais c'est pas là en fait sa signification, en tout cas de son histoire. Ce qu'il souhaite surtout illustrer, c'est la limitation importante de ce que nous tirons de nos observations et expériences, et surtout, attention, de la fragilité de nos connaissances. Ce qui nous fait donc arriver à ce qu'il définit comme étant le phénomène en tout cas de signe noir, qui est un événement rare, imprévisible et surtout majeur, qui ne peut pas être anticipé à partir de connaissances et des modèles existants. Cette théorie, elle nous suggère que ce que nous ne savons pas est d'ailleurs bien plus important que ce que nous savons. Et qu'on a beau essayer d'utiliser toutes nos connaissances pour préparer à toute éventualité, seulement pour qu'un événement style signe noir arrive et que du coup, il nous prouve le contraire, qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut pas tout contrôler. En plus de ça, l'auteur dans son livre, ce qu'il nous dit, c'est que une fois que l'événement il se produit, le fameux signe noir, on essaye d'investiguer ses causes, son origine. C'est-à-dire, on essaye d'assembler un peu les pièces du puzzle, on essaye de voir qu'est-ce qui nous a fait arriver à ça, en fait. Et on a l'impression que finalement, ils auraient pu être prévus, ces événements. Sauf que non. Ils ne peuvent pas être prévus et on n'a que la connaissance des choses une fois que tout s'est produit et qu'on peut assembler ces pièces. Donc, on ne peut pas avoir un amont, exactement. Ça fait du coup que, tout comme la notion du risque, la notion du signe noir met surtout en lumière pour nous l'incertitude, l'inattendu dans notre vie personnelle ou dans les affaires aussi. Pour vous donner un exemple, et pour faire écho aux slides précédentes, côté menace et opportunité, un signe noir, c'est par exemple, côté menace, la crise sanitaire. On ne peut pas prévoir, tout simplement. Par contre, une fois qu'elle se produit, on a nos hypothèses de ce qui a pu ou pas causer ça. La chute de l'Union soviétique, par exemple, les attentats, les guerres, c'est des choses du coup que nous ne pouvons pas vraiment prévoir parce qu'elles dépendent souvent des fois aussi des comportements humains. Côté opportunité, parce qu'on n'a pas que la menace, le côté négatif, on a aussi des côtés signes noirs positifs, type la découverte de l'Internet, le développement de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle surtout, avec ces nouveaux outils qui viennent, style ChatGPT, qu'on est en train d'utiliser actuellement. Donc, vous avez pu comprendre avec, je pense, cette introduction sur les risques et le signe noir, que la gestion des risques, elle a ses limites et qu'il faut les reconnaître. Donc, on va aborder certaines de ces limites, en tout cas les plus connues. On a la première qui est la conséquence de ce qu'on vient de se dire, qui est la difficulté à anticiper tous les risques possibles, surtout ceux liés aux événements imprévus ou au comportement humain. Certains événements, en raison de leur caractère rare et imprévisible, on ne peut tout simplement pas le prévoir. Et peu importe si on a des modèles existants, des statistiques, on a mis en place des choses qui nous aident à les identifier, on ne peut pas tout prévoir, en tout cas pas toutes les variables. Donc, ça veut dire que par conséquent, il est difficile, voire impossible, d'anticiper tous les risques et par conséquent, du coup, de mettre en place des actions préventives. Une deuxième limite qui peut découler de la première, qui peut être aussi tout simplement associée à la gestion des risques, c'est les coûts
les coûts associés à la mise en place des mesures de prévention et de protection, notamment pour les risques plus difficiles. Donc, ça veut dire que certaines mesures, on peut réfléchir à plusieurs façons de nous protéger, la mise en place des contrôles, des préventions, de protection, mais des fois, elles sont très coûteuses. Et des fois, on découvre ces coûts un peu au fur et à mesure aussi. Donc, il est compliqué de décider de faire quelque chose si on n'a pas tous les éléments ou si ça entraîne des coûts trop importants pour l'organisation. Donc, le brainstorming sur les mesures de protection et prévention sont légitimes, mais par contre, la réalisation, en tout cas la mise en application de ces mesures, n'est pas toujours simple. Et troisième, c'est le mouvement perpétuel des risques. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par ça? C'est que quand on fait par exemple une cartographie des risques, cette cartographie, elle est souvent une photo figée à un instant T d'évaluation. Donc, si je fais aujourd'hui l'analyse de mes risques, d'ici un an peut-être, cette situation s'est empirée ou s'est améliorée d'une telle façon qu'il y a un écart important entre l'évaluation précédente et l'actuelle. Et même d'un jour à l'autre, je parle de façon annuelle, mais entre aujourd'hui et demain, tout peut changer aussi. Donc, c'est figé en tout cas comme analyse parce que les risques, ils sont souvent en évolution. Alors, dans les autres limites, on en a une qui est peut-être un peu moins connue, c'est ce qu'on a mis, c'est la myopie au niveau de la perception des risques. La myopie, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est sur les risques qui nous touchent le plus. C'est-à-dire, si vous parlez un DSI des risques de cybersécurité, il va les considérer comme plus graves que si on demande à une autre personne dans l'organisation. En fait, les risques qui nous touchent directement on a tendance à les surévaluer en termes de gravité, mais peut-être même en termes de vraisemblance aussi. Donc, ce qui nous touche nous semble plus important. Et c'est pareil, il y a une myopie aussi au niveau du temps. C'est-à-dire les risques dont les conséquences vont se faire sentir dans un avenir proche nous semblent plus graves qu'ils ne le sont vraiment. D'ailleurs, il y a un bon exemple pour ça, c'est les crises liées au changement climatique. On a vu à quel point les différents gouvernements ont mis du temps à réagir. En fait, ils ont commencé à réagir quand ils en ont vu vraiment les conséquences. Jusque-là, même si on leur disait que les conséquences allaient être dramatiques, mais bon, ça allait se passer dans 10, 15, 20 ans, eh ben, ça n'a pas été pris au sérieux. C'est toujours dit que bon, il allait se passer des choses, des technologies allaient nous sauver, que sais-je. Et donc voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut prendre en compte ça dans l'évaluation, c'est qu'on a cette myopie. Il y a une deuxième limite, c'est le niveau disparate d'appétence au risque. Alors, ça, c'est aussi c'est lié à la nature humaine. En fait, on n'est pas tous égaux devant le risque. Certaines personnes sont capables de vivre avec un fort niveau de risque et certaines personnes veulent avoir plus de maîtrise et veulent limiter le risque au minimum. Alors, ça pose des questions dans une organisation où, par défaut, on veut avoir une gestion à peu près homogène et on veut que ce soit l'organisation finalement qui dicte le niveau de risque acceptable pour l'organisation. Mais comment on fait, sachant que les humains qui composent l'organisation, eux, ont des niveaux d'appétence disparates. Donc, c'est une des limites aussi. Le troisième, c'est une vision qui peut sembler pessimiste. En fait, l'exercice de la gestion de risque va faire qu'on va se concentrer sur les menaces les plus critiques ou les opportunités à forte ampleur. Et donc, c'est un petit peu aussi un miroir déformant. Et on va avoir l'impression qu'on a des risques incontrôlables, d'une criticité énorme qui pèse sur l'organisation au quotidien. Il faut voir que c'est l'exercice qui veut ça et qu'il y a un miroir un peu déformant à se prêter à cet exercice. Donc voilà. Donc on a vu là 6 limites. Il est important de les reconnaître, de les prendre en compte. Et on va vous expliquer par la suite comment essayer de limiter les impacts de ces limites, justement. Donc ça nous emmène sur gérer les risques de manière efficace. Donc, le fait que cet exercice ait des limites ne signifie pas qu'il est inutile ou inefficace. Loin de là. On a vu que les risques, c'était des choses qui mettaient en incertitude les objectifs de l'organisation. Donc, il est nécessaire, crucial
de se lancer dans une démarche de gestion de risque pour essayer d'en limiter les conséquences. Gérer les risques, en fait, c'est preuve d'une plus grande maturité. Ça veut dire qu'on passe d'une situation où on était réactif, c'est-à-dire qu'on attend que les événements arrivent pour essayer d'en faire quelque chose. Enfin, on va en subir les conséquences et on va essayer de faire au mieux. On passe de cette situation réactive à une situation proactive. C'est-à-dire qu'on va être dans l'anticipation, on va arrêter de regarder dans le rétro, on va regarder devant, on va regarder, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger des conséquences potentielles, voire même pour essayer de limiter la probabilité d'occurrence de ce risque. Et quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre pour me protéger de ces risques, ou alors pour déclencher des opportunités, que je sais, on a tous des opportunités, mais est-ce qu'on met vraiment nos efforts pour essayer de déclencher les opportunités qui seraient les plus impactantes pour moi? Mais, voilà, la gestion de risque, c'est travailler sur ce. Du coup, pour mettre en place une gestion des risques de manière efficace, ce qu'on a à vous recommander, en tout cas, c'est de choisir une méthodologie qui peut venir justement vous donner des lignes directives. Donc nous, pour cette présentation, on a choisi de vous présenter l'ISO 31000 de façon rapide et pratique parce que c'est une méthodologie qui s'applique à tout type de risque. C'est une méthodologie qui s'applique vraiment à l'analyse de multi-impacts et types de risques différents et pour tout type de secteur également. Donc, le but de cette norme, c'est de nous fournir surtout les principes et les lignes directrices du management des risques et comment mettre en œuvre le processus au niveau stratégique et opérationnel. Donc, elle va nous présenter quel est le cadre organisationnel à mettre en place, ainsi que quelles sont les étapes de façon opérationnelle pour une bonne maîtrise des risques. Donc, ça va vous aider surtout à développer une stratégie de mise en place du management des risques. Ça va développer une culture sur les risques, une culture organisationnelle qui parle et qui connaît et qui comprend les risques. Et ça va vous aider à mieux gérer vos opportunités et menaces. Donc, je vous propose de regarder le schéma présenté par la norme, qui d'un côté présente le cadre organisationnel et son importance pour la mise en œuvre du management des risques, qui est juste ici, mais on va faire un focus sur le processus en soi du management des risques. Donc, déjà, les étapes les plus importantes du management des risques, elles sont dans cette macro ici et dans le traitement. Commençons quand même par partie. Si on fait d'abord la première étape, elle s'appelle établissement du contexte. Avant même de mettre en place un management des risques, il faut qu'on étudie un peu le contexte qui nous entoure. Quel est mon secteur d'activité? Quelle est l'économie de mon pays? Quelle est la politique de mon pays? Quels sont les concurrents que j'ai? Quelles sont mes forces, mes faiblesses? Ça commence à vous donner des idées sur comment on peut établir nos contextes. Pourquoi c'est important d'avoir ce contexte en place? On ne peut pas construire un bâtiment si on n'a pas un plan de comment ce bâtiment il est construit, on est autour de quoi, quel est l'environnement qui nous entoure, est-ce qu'il y a d'autres bâtiments, est-ce qu'on a assez d'espace ou pas. Donc, c'est la même logique pour les risques, c'est créer une carte qui va vous aider à développer le socle, la base de votre gestion des risques. En sortant de cet établissement du contexte, vous aurez une vision claire de l'organisation, donne en tout cas au moins déjà les indicateurs des échelles de cotation à mettre en place. Donc, les échelles de cotation, c'est comme un tableau avec des mesures d'impact et de vraisemblance. On ne va pas pour l'instant aborder trop en détail, mais pour votre contexte. C'est-à-dire quelle est la gravité de mon organisation, quels sont le niveau d'impact de gravité de mon organisation et quels sont les niveaux de vraisemblance pour mon organisation. Cette échelle, elle vous est propre. Elle appartient à chaque organisation, c'est-à-dire que je ne peux pas arriver sur notre organisation et, entre guillemets, copier-coller son référentiel. Ce référentiel, il est construit, ça dépend bien évidemment du contexte de chacun. Et les échelles, elles servent justement à harmoniser le système pour nous faire arriver sur l'étape du milieu que je vous ai dit, qui est en tout cas la plus importante. Cette étape du milieu, avec les 3 tâches, on l'appelle l'appréciation des risques. Elle est composée de 3 parties qui sont l'identification des risques avec la mise en place des ateliers, le brainstorming,
ou d'autres façons qu'on abordera dans les bonnes pratiques sur comment commencer à penser à vos risques. Ensuite, la deuxième étape, c'est creuser, entrer dans l'analyse de vos risques, analyser les causes, les conséquences, est-ce qu'il y a des incidents, des sinistres, est-ce qu'on a déjà en place des contrôles ou dispositifs de maîtrise, oui ou non. Et enfin, arriver à la dernière étape de la macro, qui est l'évaluation du risque. Quand on parle d'évaluation, on parle d'une analyse plus quantitative, c'est-à-dire on va prendre le référentiel qu'on a défini dans les échelles de cotation et on va calculer de façon quantitative la criticité de nos risques. Attention, on a parlé des limites juste avant. Donc, comme on parle d'incertitude, les calculs, ils viennent nous aider à comparer les risques entre eux. Okay? Il ne faut pas faire un focus sur le calcul parce que le calcul d'une incertitude peut être incertain, mais c'est surtout pour pouvoir placer tout ce qui peut nous menacer ou tout ce qui peut être une opportunité pour nous dans un même endroit et pouvoir comparer quels sont les plus ou moins importants pour l'organisation. C'est ça le but, en tout cas, d'évaluer les risques. Enfin, avec cette évaluation, comme on a pu prioriser les risques, comme je viens de dire, on va arriver à l'étape de traitement, où là, on va décider qu'est-ce que je fais de chaque risque. Est-ce que je le traite? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que si c'est une opportunité, je veux bien augmenter ma possibilité d'avoir cette opportunité, d'arriver à l'avoir? Est-ce que, pour le coup, je vais rien faire parce que c'est coûteux, oui ou non? Donc, c'est au moment du traitement que l'on va définir, selon tout ce qu'on a déjà analysé et mis en place, qu'est-ce qu'on fait de chaque item, de chaque risque. Ça peut sembler quelque chose de séquentiel quand on vous présente comme ça, mais je vous dis que ce processus de management des risques, il est itératif. Vous êtes tout le temps en train de faire cette boucle. Elle ne se finalise jamais. Ce qui est clé pour que la démarche marche, c'est la communication autour des risques, c'est-à-dire créer une culture des risques au sein de l'organisation, parler aux collaborateurs de ce sujet, les impliquer lors des ateliers et des analyses des risques, mais également la surveillance et la revue fréquente de vos risques. Justement, on verra juste après pourquoi elle est importante. Elle vient essayer d'aider sur le fait qu'aujourd'hui, si on fait une analyse des risques, elle est figée dans un instant présent. Et donc, la surveillance, elle vient justement vous aider à continuer à les suivre dans le temps de façon fréquente, pour pas que vous soyez en tout cas surpris par des menaces. Et tout le long, on peut bien sûr continuer à faire des rapports, des enregistrements. L'analyse des risques, souvent pour ceux qui ont en place un système intégré, de management intégré, elle vient alimenter aussi ce système avec des inputs, quels sont les risques plus ou moins importants pour l'année ou pour la période analysée. Elle vient aussi donner des alertes tout simplement à la direction sur les risques les plus importants auxquels l'organisation est en train de faire face. Avec tout ça, on arrive sur le fait de pouvoir contourner les limites qu'on a mentionnées juste avant. Pourquoi on vous a dit que mettant en place une méthodologie, ça peut vous arriver à contourner certaines limitations, parce que certaines méthodes peuvent contourner quelques limitations, pas toutes, vous verrez, je fais déjà un spoiler pour la prochaine slide, mais certaines oui. Et donc, on va commencer avec la myopie, les niveaux disparates et la vision qui peut sembler pessimiste. Ces 3 points peuvent être contournés par la mise en place de la fameuse échelle de cotation, comme je vous disais dans la slide précédente. Cette échelle, elle vient justement harmoniser un système d'évaluation entre les différents acteurs pour permettre une vision un peu plus objective de chaque risque. C'est-à-dire, je prends financier et nos contraintes financières en termes organisationnels, mais je prends aussi en compte le côté opérationnel, le côté humain de l'organisation. Et je mets tout ça dans un même sac pour pouvoir évaluer à la juste valeur chaque risque. Et pas uniquement ciblé à un périmètre et pas uniquement fait selon l'appétence, par exemple, d'un directeur financier. Oui, j'en profite, Amanda. Amanda, juste parce qu'il y a une question sur qui dit que l'appétence au risque est propre à chaque organisation et que ce n'est pas en soi une limite. C'est tout à fait vrai. En fait, c'est pas l'appétence, le niveau disparate, c'est le niveau disparate des hommes dans les organisations qui peut être un problème.
Donc justement, le but, c'est d'harmoniser le système d'évaluation avec des échelles de cotation claires qui permettent de faire qu'un risque critique, ce soit le même pour tout le monde, que je sois quelqu'un qui a une forte appétence au risque ou une faible appétence au risque. C'est des échelles de cotation de l'organisation qui me permettent d'avoir une évaluation objective et faire en sorte qu'un risque majeur ou critique ait la même définition pour tout le monde, peu importe l'appétence au risque des personnes. Si je donne un exemple pratique de ça, par exemple, imaginons une compagnie aérienne, une compagnie voilà, qui s'occupe des vols, en tout cas internationaux et nationaux. Nous avons un responsable environnement et un responsable du coup opération. Si notre opérateur il dit que l'avion, pour décoller, il faut qu'on mette la puissance totale pour partir, bah, ça, c'est la vision du coup de notre directeur d'opération. Par contre, notre responsable environnement, il va nous dire quand on met pleine puissance, eh ben, on pollue beaucoup plus autour de nous, l'environnement. Donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est pas que c'est un problème, l'appétence, c'est que cette appétence, il faut qu'elle soit harmonisée entre les différents acteurs de l'organisation. Parce que autant mon directeur d'opération, il a bien raison, il faut qu'on fasse la puissance totale pour partir et pas avoir de soucis au niveau du décollage. Mais par contre, il faut qu'on prenne en compte le côté environnement. On ne peut pas polluer. C'est déjà assez polluant, donc on ne va pas polluer plus, du coup. Donc, c'est juste mettre un cadre que tout le monde pourra respecter et mesurer de la même façon, sans cette myopie en fonction de notre métier. N'hésitez pas à écrire si jamais c'est pas clair. Hein, vous continuez à me poser des questions dans le chat ou dans la rubrique questions-réponses. Juste pour continuer, concernant le mouvement perpétuel des risques et la vision qui semble pessimiste de la situation. Donc, je répète, hein, parce que la vision pessimiste, elle peut aussi être sur le fait qu'on n'a pas la complète visibilité ou que le risque évolue très rapidement. Pour ça, on a deux choses. On a déjà le fait de pouvoir organiser des revues de risques périodiques en fonction de leur criticité. Donc, quand on met en place cette gestion des risques, souvent les risques qu'on considère intolérables ou très critiques, c'est les risques qu'on va plus fréquemment revoir dans l'année. Donc, que ce soit tous les mois ou tous les 3 mois ou les 2 semestres en tout cas, c'est des risques qu'on va à chaque fois essayer de donner plus d'input et continuer à suivre pour voir qu'on est bien maîtrisé, qu'on n'aura pas de soucis, que ce soit en termes d'opération ou financier ou humain pour l'organisation. En plus de ça, on a aussi des indicateurs pour les risques. Pour ceux qui connaissent les KPI, les indicateurs de performance, on a aussi le KRI, qui sont les indicateurs de risque. Et ces indicateurs, ils viennent justement, comme je vous disais, ils viennent intégrer le système de management intégré de l'organisation et de performance pour suivre comment on avance, comment les risques ils évoluent. Est-ce qu'on n'est pas en train de maîtriser la situation de l'organisation? Donc, ça vous donne déjà des astuces. Et c'est uniquement en mettant en place un cadre de gestion de risque que vous pouvez contourner ces limitations. Partons à la, du coup, suite pour les limites. Donc, pour contourner les limites, il y avait une des limites dont on avait parlé, qui étaient les coûts associés à la mise en place des mesures de prévention ou de protection. Alors, ça, en fait, le but, c'est de réaliser des ateliers collaboratifs, d'essayer d'impliquer finalement les différents métiers pour trouver des actions de maîtrise pratiques et moins coûteuses, en lien avec la stratégie de l'organisation. N'oubliez pas non plus que quand on parle de mesures de protection ou de prévention, on ne cherche pas forcément à annihiler complètement le risque. On peut chercher tout simplement à en limiter les impacts. Et donc, limiter les impacts, ça permet de faire des actions qui sont des fois plus simples, moins coûteuses. Et OK, ben, le risque, j'ai un risque, je vais vivre avec. Mais par contre, je sais que si ce risque s'avère, ben, l'impact sera limité parce que j'aurai mis en place telle ou telle mesure. Donc ça, c'est une première chose. Dernière chose, dernière limite, la difficulté à anticiper tous les risques possibles. Donc on en a parlé tout à l'heure, notamment des signes noirs, des risques qui sont quelque part qui sont très peu probables, mais dans la majorité des cas, s'ils s'avèrent, vont avoir des conséquences énormes. On parle du tremblement de terre, de l'inondation, du terrorisme, ce genre de choses. Alors, il faut accepter qu'il est impossible de tout prévoir.
vous pourriez passer un temps infini sur vos matrices de risque, vous ne prévoirez jamais tous les risques. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'essayer de passer un maximum de temps pour être complètement exhaustif, passer plutôt du temps de réflexion sur les risques que vous connaissez. Si vous impliquez les bonnes personnes dans votre management de risque, il y a quand même fort à penser que vous allez identifier les risques les plus critiques. Et attention, quand je dis le mot critique, ça a une vraie signification. C'est-à-dire que le critique, c'est la gravité fois la vraisemblance. Donc le risque de tremblement de terre à Lyon, certes, s'il a lieu, ça va avoir des conséquences dramatiques, mais il a quand même très très peu de chances d'arriver. Donc la criticité, qui va être la multiplication des deux, risque d'être faible. Et donc si elle est faible, elle ne nécessite pas non plus que vous concentriez toute votre attention dessus et que vous passez des semaines à établir les mesures de prévention pour prévenir d'un tremblement de terre. Donc passez plutôt du temps, enfin, travaillez de manière collaborative avec vos équipes. Ils vont sûrement vous sortir les risques qui, en termes de criticité, sont les plus critiques et concentrer votre réflexion sur le fait de trouver des moyens de protection et de prévention pour ces risques-là. Votre temps sera beaucoup mieux investi de cette manière-là. Donc, les signes noirs, parce que c'est une des questions du webinaire, les signes noirs, non, on ne va pas tous chercher à les identifier. D'ailleurs, on ne le pourra pas. Et, et comme toujours, on va traiter les risques, c'est-à-dire, enfin, quand je dis traiter les risques, décider de ne rien faire, c'est-à-dire de ne mettre aucune mesure de prévention ou de protection, c'est aussi une façon de les traiter. Mais par contre, mettre en place des mesures de prévention ou de protection, on va le faire sur ceux qui sont le plus critiques. Les critiques égale gravité fois vraisemblance, donc ceux qui sont très peu probables. La plupart du temps, on décide de ne pas mettre en place de mesures ou alors de très faibles mesures. Très faibles en termes de coûts, bien entendu. Juste pour compléter, parce qu'en effet, on a eu cette question en début de webinaire, que doit-on faire avec, pour faire face, l'organisation faire face aux risques qu'elle ne peut pas anticiper? Donc, c'est là la réponse, et je suis désolée si peut-être ce n'est pas la réponse qu'on veut tous entendre, mais on n'a pas de boule de cristal. En effet, on ne peut pas tout anticiper. Donc, la réponse, elle est là, et accepter l'imprévisible, accepter qu'il y aura des fois où on n'aura pas la réponse, et plutôt concentrer la gestion des risques autour de ce qui est possible de prévoir en quelque sorte. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se concentre sur ça, comme a dit Jean-Charles, on met en place des mesures déjà. On met en place des mesures opérationnelles qui peuvent déjà nous protéger même des signes noirs. Donc, peut-être, par exemple, si je donne un exemple justement de la crise sanitaire, ceux qui se sont bien sortis en termes d'opération, hein, je ne parle pas du côté humain de la crise, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est côté opération, ceux qui se sont mieux sortis étaient ceux qui avaient déjà du e-commerce, ceux qui avaient un site en ligne, ceux qui vendaient en ligne, ceux qui avaient des opérations comme ça. Donc, c'est pour donner un exemple pratique, encore une fois, en termes d'opération, pas d'humain. Okay? Donc, pour dire que certaines de mesures qu'on met en place en essayant d'anticiper des risques déjà qu'on peut prévoir ou des opportunités, on peut peut-être même nous défendre des signes noirs. Tout dépend. Pas. OK. Du coup, passons aux bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, c'est un peu pour conclure le sujet des risques, parce que sur le cadre organisationnel, on a déjà parlé de la norme avec les étapes de mise en place, mais on a aussi d'autres bonnes pratiques qui ne sont pas forcément liées en soi à la norme. C'est des bonnes pratiques que nous, en faisant justement des projets avec les clients sur la gestion des risques, on a pu remarquer qu'ils aidaient à cette mise en place. On commence par la mise en place d'une cartographie des processus. Donc, rappelez-vous, on avait une étape établissement du contexte. Dans l'établissement du contexte, ce qu'on cherche, c'est de comprendre exactement ce que l'on fait, notre contexte organisationnel. Une des meilleures façons de se connaître, c'est de modéliser vos processus, c'est de schématiser vos processus du plus stratégique au plus opérationnel pour voir quelles sont vos opérations. Et ça apporte la clarté à l'ensemble des niveaux organisationnels, que ce soit des directeurs ou que ce soit justement des métiers et des personnes qui sont terrain. Justement.
Regarde aussi, entre-temps, si nous avons d'autres questions associées. Hop, allez-y. Jean-Charles, du coup, si tu Oui, as des, la t'as des probable... remarques de plus, du coup. Non, non. Ah, ok. Du coup, pour continuer, parlant justement de cette approche terrain, nous avons la prise en compte des remontées terrain dans les réflexions. Vous avez vu que moins coûteuse peut être une action si, au lieu de penser de façon stratégique aux choses très, très, très chères, par exemple, de terrain tout simplement, quelles pourraient être les solutions plus faisables, possibles, peut-être même moins coûteuses pour l'organisation. Donc, plus on implique et plus on écoute le terrain, ceux qui sont vraiment en train de faire le métier, mieux c'est. Mieux c'est pour avoir justement le contexte complet et pouvoir faire face de façon plus pratique et pragmatique aux risques. Et parlant de ça, ça engage aussi les collaborateurs au niveau de la démarche. Pour clôturer sur engager les gens au sein de la démarche, nous avons la progression de la culture risque, qui est tout simplement former les personnes. Parce que une démarche ne peut pas être bien perçue dans l'organisation sans une bonne conduite du changement. Ça, c'est essentiel. Et dans la conduite du changement, ça passe forcément par des formations, par des mises en pratique, mises en application, par des ateliers, par des communications, par des appels. C'est l'humain, en fait, qui est face à nous. Donc, pour que les gens comprennent l'importance de gérer les risques dans le quotidien, il faut que ce sujet soit abordé de façon plus pragmatique pour les gens, en faisant surtout des exemples concrets de leur métier pour qu'ils comprennent, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'un risque. Pour ce que je fais, c'est quoi un risque? Et comment je peux contourner dans mon quotidien avec les actions. Parce que plus un acteur il est engagé, plus lui, il va diffuser cette culture au sein de l'organisation et l'organisation tout peut que bénéficier de cette approche. J'en profite, il y a une question d'Élodie qui disait parlez-vous des risques uniquement ou menaces et opportunités, car l'opportunisme est aussi difficile à faire adhérer à l'ensemble de l'organisation. Et je pense qu'aussi, c'est quelque chose qui tourne autour de la culture du risque. Effectivement, on dit risque par abus de langage, mais effectivement, c'est risque et opportunité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, euh, pour exemple, nous, on a fait la revue des business plans, des business plans dernièrement. Et on se pose souvent la question, OK, qu'est-ce qui pourrait mettre en risque mon business plan? J'arrive pas à avoir assez de clients, il va me passer telle ou telle chose qui va remettre en cause mon chiffre d'affaires, ou finalement je vais avoir des dépenses imprévues, l'inflation de mes fournisseurs. Ça, finalement, je pense que quand même une grande partie des organisations font ce travail de regarder ce qui pourrait aller plus mal. Mais est-ce que la même part des organisations font le travail de qu'est-ce qui pourrait aller mieux et qu'est-ce que je pourrais faire pour déclencher ce qui peut aller mieux? Est-ce que j'ai, par exemple, quelques gros clients qui pourraient passer sur des offres supérieures? Est-ce que j'ai un nouveau marché que je pourrais adresser? Je le sais que je pourrais l'adresser, mais finalement, je ne mets pas vraiment mon énergie dessus. Alors que finalement, si je regarde les chiffres, peut-être que c'est ça qui pourrait faire que je vais faire une super année par rapport à une année moyenne. Et donc, effectivement, ça fait partie de la culture, de demander aussi aux managers intermédiaires quelles seraient vos opportunités pour cette année et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour aller déclencher ces opportunités. C'est typiquement une question de culture et vous avez tout à fait raison. Tout à fait. Alors, je vois qu'on a encore des questions, donc je me permets de lire la prochaine. Quelle est la différence entre ISO 31000 et MASE? Alors déjà, MASE, donc MASE, c'est le manuel d'amélioration de sécurité des entreprises. Donc, c'est aussi une approche de la gestion des risques, mais plutôt ciblée santé-sécurité au travail. OK? Alors que nous, ISO 31000, on l'a pris comme exemple pour la présentation d'aujourd'hui, parce qu'elle ne va pas cibler un périmètre, c'est-à-dire la santé-sécurité, mais elle va cibler tout type de risque et donc tout type d'impact potentiel pour l'organisation, que ce soit de la santé-sécurité, financier, opérationnel, humain, entre autres. Okay? Donc la différence, c'est que l'approche, en tout cas les deux, c'est des méthodologies de gestion du risque. Et d'ailleurs, même plein, hein, il y a AMDEC, il y a d'autres approches sur la gestion des risques qui peuvent être utilisées. Le plus important, c'est de s'outiller
de trouver la méthode qui vous convient et de la mettre en place selon le contexte de l'organisation. Si le MAS est français, ça c'est une bonne question. Pour le coup, je ne sais pas s'il est français. Je ne sais pas s'il est français. En tout cas, il me semble que oui. Il me semble que oui, ouais. MAS, voilà, si vous voulez chercher, c'est le manuel d'amélioration sécurité des entreprises. Il me semble qu'il est français, mais je ne suis pas sûre. Donc, pour ne pas dire des bêtises, je préfère vous laisser. Origine anglo-saxonne, nous dit Pascal. Possible. C'est pour le BTP. C'est pour le BTP. OK. Élodie, c'est aussi dédramatiser la notion des risques pour faire adhérer les collaborateurs, d'où risque et opportunité. Carrément. Carrément. En effet, c'est vrai que nous, avec notre vision un peu optimiste de la chose, quand on parle risque, on parle que enfin, on a tendance à penser que menace, mais pas du tout. Il y a aussi le côté positif, en fait. Le risque, comme disait Jean-Charles, la définition du risque même, c'est en effet d'une incertitude. Cette incertitude, elle peut avoir des aspects comme une monnaie, un côté positif et un côté négatif. Il faut juste qu'on explique aux gens ça, parce que de toute mauvaise situation, on peut quand même tirer des choses, des leçons, des apprentissages, en tout cas des moyens de prévention pour une prochaine fois ou de protection. D'ailleurs, sur ça, il y a c'est très connu, mais les anglo-saxons, leur traduction pour prendre un risque peut être take a chance. Et ça montre bien qu'en fait, entre le risque et l'opportunité, ça dépend finalement de quel est le côté de la médaille que l'on regarde. Tout à fait. Alors, je regarde notre question. Il y a beaucoup de questions. Il y a François qui dit pourquoi rassembler risque et opportunité quand le traitement est généralement assez différent? Alors, c'est une bonne question. En fait, le traitement, je suis pas forcément d'accord quand on dit que le traitement est différent, c'est-à-dire que la démarche, finalement, est la même. C'est-à-dire que, alors, dans la démarche qu'on propose, du moins, il y en a peut-être d'autres, hein, mais les opportunités, on va essayer de les évaluer de la même manière qu'on va le faire avec le risque. C'est-à-dire, est-ce que cette opportunité est importante ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut faire gagner beaucoup de choses, que ce soit en termes financiers, en termes d'éthique, en termes d'environnement, enfin, suivant l'échelle de cotation que j'aurais définie et puis les niveaux que j'aurais définis. Donc, je vais coter le risque en termes alors on dit plus gravité, on dit attractivité. Donc, en termes d'attractivité et en termes de vraisemblance. C'est-à-dire, est-ce que cette opportunité, j'ai beaucoup de chances ou pas de la déclencher? Donc, entre attractivité et vraisemblance, j'en fais une criticité. Et derrière, sur celles qui sont les plus critiques, les opportunités, je vais mener des actions qui vont consister soit à faire en sorte qu'elle ait le plus de chances de se déclencher, soit de faire en sorte que si elle se déclenche, j'en tire le maximum de bénéfices. Et derrière, je vais mener des plans d'action. Donc, pourquoi on rassemble les deux? C'est parce qu'en fait, il y a une certaine homogénéité dans le déclenchement des opportunités, comme on a le même process finalement pour la maîtrise des risques. C'est pour ça qu'on les rassemble. Tout à fait. Peut-être des choses à ajouter là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, le processus est aussi le même quand on a vu le petit schéma là, du processus de management, c'est-à-dire que même pour les opportunités, bien sûr que les échelles de cotation seront un tout petit peu différentes. À partir du moment où on ne va pas aborder criticité, on va parler d'attractivité, comme disait Jean-Charles, mais tout part du contexte de l'organisation. Et sachez que les échelles de cotation, surtout la financière, elle prend beaucoup en compte la santé financière et la taille de l'organisation. Et donc, pour que je choisisse sur quelles opportunités je souhaite me placer, il faut que j'ai une idée de mon contexte financier, par exemple. De la même façon, pour que je sache ce qui peut me tuer côté menace, il faut que j'ai une idée de quelle est ma taille, qu'est-ce que j'ai comme chiffre d'affaires, quelle est ma santé financière, pour que je puisse évaluer mon côté négatif financier. Donc, le traitement peut être différent, comme il peut être le même. En tout cas, le process, il est le même. C'est-à-dire, il faut d'abord comprendre son contexte, mettre en place les échelles,
qui vont essayer de calculer soit la criticité du risque, si c'est menace, soit l'attractivité du risque, si c'est opportunité. Et en fonction de chaque chose, on va analyser et on va traiter. Est-ce qu'on va diminuer le risque? Est-ce qu'on va essayer d'augmenter l'opportunité? Donc, le schéma, effectivement, il est le même. Ils vont souvent ensemble, d'ailleurs, hein, les deux notions, elles vont souvent ensemble. C'est-à-dire que même pour que je profite d'une opportunité, sachez qu'en profitant d'une opportunité, je peux générer un risque, je peux générer une menace. Donc, c'est même difficile de dissocier les deux. Ils vont un peu ensemble. Avez-vous des formations certifiantes sur le management des risques? Non. Nos formations, elles sont théoriques, elles se basent effectivement sur l'ISO 31000, qui est l'approche, nous, de préférence pour tout type de secteur, et se basent aussi sur l'utilisation de notre outil Pix4Risk. Mais elles ne sont pas certifiantes. Audrey nous dit qu'il faut le transformer en enjeu positif. Tout à fait. C'est un peu la notion de démystifier un peu les risques pour les collaborateurs aussi. Pensez-vous que l'ISO 9001 va évoluer dans une nouvelle version pour mettre plus en exergue la gestion des risques, dont les risques salaires? Très bonne question d'Élodie. Alors déjà, l'ISO 9001, sachez qu'avant 2015, elle n'avait même pas encore la variation sur les risques. C'est-à-dire qu'elle n'obligeait pas ou elle ne parlait même pas trop des risques. À partir de 2015, sa nouvelle version, elle a déjà mis en place dans les normes, dans les articles, qu'il faut penser à la gestion des risques, comme quoi il faut mettre en place des actions de maîtrise, c'est-à-dire connaître son risque et maîtriser via les actions. Je ne sais pas comment elle va évoluer, mais je pense que certainement, elle va l'évoluer parce que de plus en plus, ça prend de l'ampleur, la gestion des risques. Et donc, soit elle va détailler davantage la gestion des risques, soit elle ne va pas le détailler, mais elle va nous directionner vers des méthodes plus spécifiques de gestion de risque, dont justement l'ISO 31000. En tout cas, le sujet prend de plus en plus d'ampleur. Donc, que ce soit l'ISO 9001 ou d'autres normes, on aura, je pense, plus de détails qui viendront sur cet aspect, notamment les risques cyber. Il y a Audrey qui parle de la matrice SWOT sous l'angle PESTEL. Un plan d'action associé peut être suffisant comme point de départ de la gestion de risque? Vous en pensez, Amanda? Attends, je lis du coup, PESTEL, un plan d'action associé comme point de départ. Alors, nous, on utilise justement les deux outils SWOT et angle PESTEL pour l'établissement du contexte. Donc, j'aurais tendance à dire, Audrey, que pour un démarrage, oui, c'est suffisant, mais pas assez, je pense. Pour creuser plus, il faudra décliner ça en action plus pratique avec la mise en place des échelles en rapport avec ce que vous avez pu identifier quand vous avez fait l'analyse SWOT. Donc, moi-même, j'utilise pour l'établissement du contexte ces deux outils. Donc, c'est-à-dire la première étape du processus de management. Donc, après, il faut rentrer et creuser plus en détail pour sortir des actions un peu plus détaillées. Mais c'est un bon point de départ. Ouais, le SWOT, en fait, ne répondra pas à la problème de la criticité des risques. Et vous allez lister les risques, mais vous n'allez pas savoir quels sont les plus critiques les uns par rapport aux autres. Donc, ce sera difficile pour vous de savoir lesquels prioriser et à quel niveau d'investissement vous allez être capable d'aller au niveau de vos plans d'action, sachant que vous n'avez aucune notion de la criticité de ces différents risques. Tout à fait. Et la notion de criticité, elle est d'autant plus importante parce que de votre analyse, vous allez sortir plusieurs risques. Et de ces plusieurs risques, lequel est le plus prioritaire? Donc, en fait, c'est là où l'on trouve des limites. C'est bon pour un bon démarrage, mais pour plus de détails, il faudrait effectivement l'échelle de cotation, la criticité mise en place pour tous les risques ou attractivité pour les opportunités, pour les comparer et mettre le bon traitement de chacun. Sur les questions-réponses, on avait une petite question d'Olivier de Brouwer qui est avant de partir, qui nous parlait de l'AMDEC, qui disait que c'était une notion qui s'intégrerait bien, qui s'intégrerait aussi à ce qu'on a présenté aujourd'hui. Tout à fait. L'AMDEC est une bonne méthodologie. Elle est bien ciblée quand même au secteur industrie.
mais elle est très bien. Elle est très bien. Elles sont complémentaires, je pense, pour commencer à étudier les deux et voir laquelle s'intègre le plus à votre contexte, parce que c'est pas toutes les organisations qui pourront vraiment mettre une AMDEC en place. Oui, Ça, pour une analyse de risque avec une vocation plutôt globale ou plutôt mm. stratégique, c'est sûr que c'est moins utilisé. Il y a notamment la notion de probabilité de détection dans l'AMDEC qui rend les évaluations un petit peu plus complexes que ce qu'on pourrait faire avec une simple gravité vraisemblance. Ouais. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions, c'est très bien ça. Voir si on aura le temps de traiter tout ça. Alors, il y avait une question de François Conan qui disait: un auditeur interne qui fait une analyse de risque doit-il se focaliser sur l'ISO 31000 ou plus sur le référentiel COSO ERM? Ça dépend. Le COSO ERM, mais c'est toujours ça dépend de toute façon. Le COSO, il se concentre surtout sur le contrôle interne et donc il est bien utilisé pour tout ce qui est audit plus financier. Parce que le contrôle interne, il est beaucoup financier quand même. Il a beaucoup d'aspects financiers. Donc, ça dépend de l'auditeur interne. Qu'est-ce qu'il souhaite analyser? C'est surtout l'angle financier ou c'est l'angle multi-impact de l'organisation? C'est ça qui peut Parfait. vous aider à répondre. Il y a une question que je trouve intéressante aussi de Nicolas qui dit: devons-nous rendre publics nos risques? On l'a souvent, cette question. Je te laisse y répondre, Amanda. Ah, alors déjà, il y a des organisations qui doivent rendre public ces risques dans les documents uniques, notamment celles qui sont cotées en bourse. Donc, elles ont pour obligation de fournir à leurs actionnaires cette information sur les risques. Effectivement, plus vous donnez de visibilité aux actionnaires, mieux c'est pour qu'ils comprennent l'enjeu de votre secteur et puissent être donc au courant et embarqués dans cette aventure. Pour les petites sociétés et PME, non, je dirais que rendre public le risque, c'est peut-être pas très pertinent. Alors, C'est pas très pertinent. il y a public vers l'extérieur de l'organisation et public à l'intérieur de l'organisation. Est-ce que l'ensemble des employés, des collaborateurs Ah, doivent avoir connaissance bien vu. de la matrice de risque? Bien vu dans la question, j'ai compris plutôt externe. À mon avis, oui, parce que plus les collaborateurs connaissent le contexte de l'organisation, mieux c'est pour qu'ils soient embarqués dans le sujet, pour qu'ils soient justement, pour qu'ils adhèrent à la mise en place des actions de correction. Après, il y a certainement des risques et plutôt des opportunités stratégiques qui sont peut-être pas pertinentes à tous les collaborateurs, dont on ne va pas forcément parler. Mais à mon avis, plus on est transparent avec nos collaborateurs, mieux c'est parce qu'on va les fidéliser sur les problèmes de la société, sur les opportunités auxquelles on souhaite atteindre et tout. Donc, à mon Oui, avis, rendre public en interne, il y a tout un intérêt derrière. je pense que c'est une question de culture aussi. Plus on communiquera, plus ce sera pas facile après d'impliquer les personnes dans les moyens de maîtrise qu'on va mettre en place, voire même dans l'identification des risques. C'est quelque part une notion de culture aussi. Et pour diffuser une culture, rien de mieux qu'une communication bien faite sur les risques, sur les niveaux de risque et surtout qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de maîtriser ces risques. Le dispositif à mettre en place serait pour déclencher les opportunités ou pour tirer avantage des opportunités? J'ai envie de dire les deux. On peut mettre en place des actions qui vont nous aider à tirer avantage des opportunités externes, comme par exemple le développement de l'intelligence artificielle. Moi, je peux venir me profiter de ça. Ce n'est pas forcément une opportunité que moi-même j'ai déclenchée, mais je viens tirer avantage, du coup, tirer des bénéfices de cette opportunité globale. Par contre, il peut y avoir des opportunités que moi-même je déclenche dans mon secteur. Il nous reste 3 minutes. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Amanda, je te propose de prendre celle de Patrick, qui dit: pour l'évaluation de la probabilité des risques critiques peu probables,
La criticité n'est pas représentative. Que proposez-vous? Tout à fait. Alors, la criticité, à partir du moment où elle prend la vraisemblance comme une des variables, en effet, elle peut ne pas être très représentative. Et c'est une des limitations justement qu'on a pu aborder, c'est que plus que se concentrer sur le calcul en soi de la probabilité, de la vraisemblance, mieux vaut l'utiliser de façon théorique pour comparer vos risques de façon globale et trouver les moyens de mesure applicables à chaque risque. Donc oui, ils peuvent ne pas être représentatifs, ne pas raconter toute la vérité, les moyens de probabilité. Ça fait partie de la limitation, en tout cas, de la gestion du risque. Encore une fois, un grand merci à tous. C'est vraiment un plaisir de vous réunir lors de ces webinaires et de voir autant d'interactions. C'est vraiment très apprécié.